Nous allons maintenant passer à la conclusion de ce colloque. Donc, c'est la professeure Frédérique Douzet, directrice de Géode et professeure des universités de l'Institut français de géopolitique, qui va conclure. Donc, professeure Douzet, vous êtes donc directrice du projet géopolitique de la datasphère, qui s'appelle Géode. Professeure des universités à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8 et directrice du laboratoire IFG Lab, c'est bien comme ça qu'on l'appelle, voilà. Depuis janvier 2020, vous êtes membre du comité d'éthique de la défense. Vous avez été membre de la commission Les Lumières à l'ère numérique, dont on a parlé tout à l'heure, mise en place par le président de la République en 2021. Vous avez également participé au comité de rédaction de la revue stratégique de défense et de sécurité nationale en 2017 et fait partie de la Global Commission of the Stability of Cyberspace, lancée lors de la conférence de Munich sur la sécurité en 2017 et dont les résultats ont été présentés au Forum de Paris sur la paix en 2019. C'est bien ça ? Voilà. Enfin, vous avez dirigé la chaire Castex de cyberstratégie de l'Institut des hautes études de défense nationale, IHEDN, de 2013 à 2018. Vous avez reçu de nombreux prix pour vos recherches et vous avez été nommé chevalier de la Légion d'honneur en janvier 2023. Je vous félicite. Je vous cède respectueusement la parole. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, énormément de choses ont déjà été dites et je vais essayer de ne pas trop les redire. Et en même temps, au fur et à mesure que j'écoutais les intervenants, je n'ai pas pu m'empêcher d'enrichir mon propos. Je crois que ce colloque a savamment démontré à quel point la multiplication des campagnes de désinformation, de manipulation de l'information en France est devenue un enjeu vraiment significatif de sécurité et de cohésion nationale. Et nous avons vu à quel point ces campagnes peuvent être menées par des compétiteurs dans le cadre de stratégies parfois hybrides, avec un objectif d'affaiblissement des pays occidentaux, et particulièrement de la France, et notamment par leur fragmentation interne. On a vu aussi à quel point, finalement, même si ce n'est pas un phénomène nouveau, la révolution numérique change les choses, puisque ces manœuvres peuvent désormais exploiter la rapidité de diffusion de l'information à l'ère numérique, qu'elles sont facilitées par la prolifération et l'usage permanent des réseaux sociaux, par l'intelligence artificielle aussi, qui permet l'industrialisation de la production, mais aussi la falsification de contenus à grande échelle, altérant ainsi la notion de vérité. Mais surtout, et ce que j'ai particulièrement apprécié aujourd'hui, c'est qu'on a vu à quel point ces manœuvres exploitent les vulnérabilités des sociétés démocratiques. Elles les exploitent autant qu'elles les nourrissent avec des effets qui sont fortement déstabilisateurs. Et c'est intéressant de ne pas regarder ce phénomène juste du point de vue de la menace, mais aussi du point de vue des vulnérabilités qui sont exploitées. Ces manœuvres, elles s'inscrivent dans un contexte de forte vulnérabilité, dans un contexte d'exacerbation des tensions géopolitiques entre les grandes puissances, d'anxiété généralisée face au changement climatique, de montée des populismes et des mouvements conspirationnistes, de très forte polarisation politique et de défiance populaire croissante envers les élites et les institutions démocratiques. Bien sûr, les militaires ne sont pas à l'abri, on l'a vu, ils sont même des cibles privilégiées de ces opérations de manipulation de l'information. Ça présente un risque interne aux armées, d'affaiblissement de leurs forces morales, de leur cohésion, de leur propre résilience. Et, comme on l'a dit aussi, ces opérations peuvent se poursuivre jusqu'à leur déploiement en opération, voire potentiellement viser leur famille. Or, ces phénomènes sont d'autant plus difficiles à combattre qu'ils se déroulent dans un environnement intrinsèquement dual, à la fois civil et militaire, et qu'ils mettent en jeu l'une des valeurs fondamentales de la démocratie, la liberté d'expression. Et donc la France se trouve face à un triple défi qui, au-delà des armées, doit mobiliser l'ensemble de la société, et notamment, comme on l'a vu, les chercheurs, les médias, les ONG, les élus politiques. Le premier défi, c'est de comprendre la menace pour développer une stratégie et des réponses proportionnées et adaptées. Et là, je crois qu'il faut se garder de tout solutionnisme technologique, même si les outils, et notamment les outils appuyés sur l'intelligence artificielle, peuvent bien sûr nous aider à repérer les comportements inauthentiques et peuvent nous aider aussi à détecter des manipulations, la création de faux comptes, les systèmes d'amplification artificielle, la génération, la gestion automatique de faux sites et de faux commentaires. Marc-Antoine Briand a parlé de la sophistication croissante des modes opératoires.
Cet aspect-là est extrêmement important, mais il ne suffit pas à comprendre la menace. Il faut aussi et surtout étudier les acteurs, étudier leur représentation géopolitique, leur culture stratégique, leurs intérêts, comprendre leur stratégie pour arriver à comprendre à la fois leurs motivations, mais aussi les effets recherchés, et arriver, comme le disait le général Yanni, à remettre de la cohérence dans tout ça. Et ce contexte géopolitique est absolument indispensable pour ne pas tomber dans le piège des manipulateurs. Et par exemple, ne pas, par une réponse inappropriée, amplifier involontairement des campagnes qui jusque-là étaient finalement peu visibles et dont l'impact, on l'a vu, est parfois difficile à mesurer, mais la visibilité est déjà un premier signe. Et donc ça peut produire potentiellement des effets qui peuvent être contre-productifs et finalement ne pas imposer un coût, mais servir un bénéfice. Donc cette compréhension de la menace, elle est extrêmement importante pour, comme l'a dit Laurent Cordonnier, ne pas surréagir, ne pas sous-réagir non plus, arriver à comprendre qui est derrière cette menace, mais aussi pourquoi, est extrêmement important parce que la réponse ne sera pas la même en fonction d'à qui on a affaire, en fonction des objectifs, de l'effet recherché par le manipulateur. Et on est sur un phénomène extrêmement protéiforme dans lequel on voit qu'on a toute une gamme d'acteurs, depuis des criminels qui cherchent à faire un profit jusqu'à des acteurs stratégiques, qui vont se comporter de manière différente, qui vont être plus ou moins manipulateurs, qui vont utiliser une palette de techniques qui vont être plus ou moins trompeuses pour diffuser une diversité de contenus qui vont être plus ou moins nuisibles. Et cela résulte en un spectre qui nécessite de penser une réponse adaptée en fonction de l'endroit où on se situe sur le spectre. On voit aussi de plus en plus un autre phénomène, alors j'ai réussi à en trouver un qui n'a pas été abordé aujourd'hui, qui est à quel point on voit des acteurs stratégiques aujourd'hui manipuler les infrastructures de l'Internet, manipuler et chercher à contrôler le chemin des données et de l'Internet pour arriver à contrôler l'information, pour arriver à enfermer des populations dans des bulles cognitives en pouvant filtrer l'information, en pouvant la censurer et en pouvant la bloquer. Enfin, on a beaucoup dit cet après-midi que ce n'était pas le rôle de l'État de s'intéresser à la vérité et à l'analyse des discours, et c'est sans doute le rôle des chercheurs et d'autres acteurs, mais c'est important de s'y intéresser parce qu'on voit bien que les acteurs de la manipulation cherchent à susciter ou à nourrir des controverses afin d'attiser les clivages de nos sociétés. Et ça nous amène au deuxième défi, qui est de comprendre les vulnérabilités des sociétés pour mieux construire la résilience. La première des vulnérabilités, évidemment, c'est le simple fait d'être une démocratie et d'avoir au cœur de respecter la liberté d'expression, la liberté d'opinion et d'information et la volonté d'encourager le débat démocratique. Et bien sûr, le premier piège tendu par les manipulateurs, c'est de nous pousser à renoncer à ces valeurs au nom de notre sécurité. La résilience, c'est un travail de fond, c'est un travail de longue haleine, extrêmement ingrat, qui nécessite de comprendre les mécanismes d'adhésion au discours, les mécanismes psychologiques, sociopolitiques, cognitifs, et donc de s'intéresser pas seulement aux symptômes du problème, mais à ses racines, parmi lesquelles, évidemment, le délitement de notre cohésion nationale, la polarisation politique, la défiance envers les institutions démocratiques, les médias traditionnels, etc. Donc comprendre ces mécanismes, c'est indispensable pour développer la résilience, mais aussi pour penser la réponse, la riposte militaire, le contre-discours, la contre-influence, pour à nouveau ne pas être amené à mener des opérations contre-productives. Cette résilience, on l'a beaucoup dit, nécessite un travail de sensibilisation, un travail d'éducation pour favoriser l'esprit critique ou la capacité de discernement, comme l'a dit Camille Salinesi, un travail culturel pour favoriser l'émancipation des citoyens. Et je crois que là aussi, l'apport de la recherche est extrêmement important, et c'est quelque chose que nous avions souligné dans le rapport Les Lumières à l'ère numérique, parce que finalement, on fait de l'éducation aux médias, mais on ne sait pas très bien mesurer aujourd'hui quel peut être l'effet de l'éducation aux manipulations de l'information. Est-ce que ça peut protéger les jeunes en leur permettant d'être plus méfiants, ou est-ce qu'au contraire ça peut renforcer des théories conspirationnistes? Donc on a tout un travail d'appui sur la recherche qui est extrêmement important, et c'est important d'apprendre au fur et à mesure qu'on développe des solutions pour tester leur efficacité
dans un cadre particulièrement scolaire. Je pense que cette résilience, elle nécessite aussi un effort d'imagination pour penser les nouveaux cadres de la démocratie à l'ère de la révolution numérique et finalement réfléchir à comment ne pas seulement subir ces phénomènes, mais tirer parti finalement de tous ces outils numériques pour arriver à revitaliser la vie démocratique et restaurer la confiance dans les médias et dans les institutions. Enfin, cette résilience repose sur un cadre juridique solide qui constitue le troisième défi, c'est-à-dire gouverner et réguler l'écosystème numérique pour encourager un comportement responsable de tous les acteurs, à la fois les plateformes, les États et les acteurs de l'écosystème numérique. Ces manipulations de l'information, c'est un problème qui est partagé entre les militaires, la société civile, les gouvernements, mais aussi les acteurs du numérique, les plateformes, les réseaux sociaux. Et là encore, il n'y a pas de solution magique, on l'a bien vu, mais un ensemble de politiques, de régulations, de bonnes pratiques qui vont permettre des mécanismes de gouvernance et de coopération entre tous ces acteurs, qui vont aussi parfois permettre d'établir un rapport de force lorsque c'est nécessaire. Et de ce point de vue, la loi européenne sur les services numériques, le Digital Services Act, constitue une étape importante, un levier extrêmement important, comme certains l'ont souligné, et je crois qu'il sera important de veiller à se donner les moyens de le mettre en œuvre, particulièrement pour réussir à promouvoir un comportement responsable des plateformes, pour vérifier qu'elles mettent en œuvre leurs obligations, et en particulier l'article 40 qui donne aux chercheurs l'accès aux données, et ces données qui, pour l'instant, nous manquent, comme l'a souligné David Coulon, pour évaluer ces phénomènes. Les discussions internationales aussi sont importantes pour encourager le comportement responsable des États, y compris dans le cadre des conflits armés. On a évoqué la nécessité d'avoir des cadres clairs pour pouvoir agir de façon efficace. Et on voit bien à quel point sur les théâtres d'opération, aujourd'hui, l'enjeu informationnel est devenu un phénomène majeur. Et pour reboucler avec le titre de ce colloque, puisqu'on parle de la défense nationale à l'heure de la désinformation, on voit bien comment les armées françaises, comme d'autres armées occidentales d'ailleurs, sont confrontées quotidiennement à des attaques, à des manœuvres informationnelles qui visent à les décrédibiliser, qui visent à délégitimer leur action pour provoquer un rejet des populations locales, des dommages profonds à leur réputation. Or, l'enjeu dépasse largement le cadre militaire. Encore une fois, parce qu'il s'agit d'un environnement qui est éminemment dual, qui est partagé pour tous. Et au sein de l'écosystème numérique, l'information circule très vite, avec des interactions très multiples et extrêmement complexes et permanentes. Et donc c'est pour cela que la réponse doit mobiliser toute la société, mais aussi, comme ça a été dit aujourd'hui, toutes les disciplines, qu'il s'agisse des mathématiques et de l'informatique pour concevoir des outils, mais aussi de la géopolitique pour arriver à comprendre cet environnement stratégique, les acteurs et leurs stratégies, la sociologie, les sciences cognitives, l'histoire et même le marketing pour arriver à penser des solutions. Alors, pour terminer sur une note positive, je voudrais souligner à quel point ce colloque a montré finalement la grande humilité de tous les acteurs face à ce phénomène et dans la manière dont le sujet a été abordé. Et je crois qu'il a permis d'identifier des pistes fructueuses pour mieux comprendre ces manipulations de l'information, mieux agir pour renforcer la résilience des sociétés et protéger la démocratie sans renoncer à ses valeurs fondamentales. Merci. Merci beaucoup, professeur. Donc, cela conclut notre journée sur la désinformation. Au nom du général Benoît Durieux, président d'Academ et directeur de l'IHEDN, je vous remercie tous d'être venus, nombreux. Je remercie tout particulièrement, évidemment, les intervenants et les deux animatrices de table ronde, les deux modératrices qui